Notre prochaine conférencière est Sylvie Daniel, qui a obtenu son diplôme d'ingénieur en génie électrique de l'INSA de Rennes, en France, en 1994, et aussi un doctorat à l'Université de Rennes 1, France, en traitement du signal et télécommunications en 1998. Elle compte plus de 16 années d'expérience dans le domaine de l'imagerie géospatiale, durant lesquelles elle a dirigé et géré des projets d'envergure internationale, notamment dans l'industrie. Elle a rejoint l'Université Laval en janvier 2004, où elle est maintenant professeure agrégée au département des sciences géomatiques. Sylvie Daniel dirige actuellement le projet GéoEduc 3D, financé par le réseau du Centre d'excellence Géoïde. Elle est membre de l'IEEE, elle va nous l'expliquer, membre du Centre de recherche en géomatique de CRG et chercheuse régulière du réseau de centres d'excellence Géoïde. Ses intérêts de recherche incluent l'acquisition de données, images et nuages de points, le traitement d'images et intelligence artificielle, la fusion de données, et la réalité augmentée. Madame Daniel, vous pouvez commencer. Merci. Je vous remercie. Donc, je vais essayer d'être intéressante pour la dernière présentation de la journée avant le cocktail. Donc, je vais essayer au moins de garder l'intérêt des personnes qui ont rejoint la salle maintenant. Donc, je vais vous présenter le projet GéoEduc 3D, qui est un des projets qui est financé par le réseau de centres d'excellence Géoïde. C'est un projet de phase 4 qui a démarré effectivement en 2009, avec une année au préalable qui était plus une phase pilote. Donc, le projet de recherche en tant que tel, à l'origine, la motivation pour développer ce projet-là, et ça a été une thématique qui a été redondante au cours de l'après-midi, c'est vraiment d'assurer la relève en géomatique, et donc de créer à nouveau un intérêt auprès des jeunes pour la géomatique, de manière à assurer la relève, le développement à la fois de l'industrie, des connaissances dans le domaine. Par rapport aux différentes initiatives qui sont actuellement lancées pour assurer cette relève, l'idée du projet était plus de germer cet intérêt, mais de manière plus intégrée avec le quotidien des jeunes. Donc, d'intégrer cet intérêt-là au travers d'applications qu'ils ont l'habitude d'utiliser, ou bien à l'école. Donc, le projet en tant que tel vise à intégrer géomatique, jeu et éducation. Donc, c'est l'amalgame de ces trois axes-là qui fait le réseau de connexion entre les différents axes qui sont développés dans le projet. Et ce qu'on cherche surtout à faire, c'est à développer de nouveaux outils géomatiques qui vont permettre de générer des expériences riches, mais qui sont surtout situées dans de vrais environnements géographiques. Donc l'aspect mobilité et environnement géographique réel, réaliste, c'est la thématique commune de toutes les applications que je vais vous montrer maintenant. Donc l'essentiel de la présentation va porter sur les développements, les applications qu'on a réalisées jusqu'à présent. L'idée est de vous montrer un petit peu les différentes déclinaisons qu'on a choisies, aussi bien au travers des applications mobiles. On a des technologies qui sont plus orientées sur les services géolocalisés. On a des applications qui exploitent plus la réalité augmentée. D'un point de vue éducation, on a des applications qui cherchent à favoriser l'apprentissage de manière implicite et d'autres qui cherchent à favoriser l'apprentissage de manière explicite. Donc les différents exemples d'applications que je vais vous montrer font un petit peu un tour d'horizon de ces différents aspects. Puis je finirai par un petit bilan des différents défis qu'on a rencontrés au cours de ces développements, puis un petit peu quelques éléments sur notre retour d'expérience. Donc, en termes de réalisation, une des premières applications qu'on a développées, c'est une application qui cherche à faire de l'annotation sémantique de différents lieux. Donc, c'est une application qui s'utilise sur des iPhones principalement, et donc qui cherche à proposer des outils à des groupes, des utilisateurs individuels ou justement en groupe, pour annoter l'environnement. Donc quelqu'un qui se promène dans une ville comme Québec, peut suivre un parcours et générer
des annotations qu'il va lisser au fur et à mesure de ses déplacements. Donc il prend des notes, il prend des photos, il laisse des commentaires et des personnes qui font partie de son groupe pourront suivre à nouveau le même parcours à un autre moment et compléter ces annotations-là, mettre des remarques plus personnelles et donc quelque part générer une sorte de narration urbaine sur ce parcours-là. Donc l'idée ici était plus de proposer un outil qui permet de développer ainsi une sorte de surcouche sémantique sur une couche cartographique et d'apporter un petit peu plus de sens à la découverte des lieux. Donc l'apprentissage ici se fait de manière plus implicite et l'idée c'était d'en apprendre davantage sur différents lieux qui ont un certain sens ou un certain intérêt pour les personnes qui utilisent l'application. Donc un petit exemple de ce quoi a l'air cette application-là. Donc c'est juste une représentation cartographique avec des points d'intérêt, la possibilité de laisser des notes, des histoires, des anecdotes personnelles au fur et à mesure du parcours. Cette application-là va être disponible open source, on devrait la rendre disponible sur le App Store au courant de l'automne. Donc les personnes qui pourraient être intéressées à son utilisation peuvent passer me voir et puis je pourrai vous transmettre les informations nécessaires. Notre type d'application qu'on a développé cherche plus à profiter des développements actuels qui se fait autour des moteurs de jeu et donc de profiter des éléments, des outils, je dirais intuitifs de création d'environnements de jeu qui sont proposés et d'essayer de les amener directement sur le terrain. Donc l'idée, c'est non pas de faire de la réalité augmentée et donc de superposer par-dessus la réalité des éléments graphiques, mais de vraiment utiliser des environnements de jeu 3D sur une plateforme mobile de type iPad. Et comme ces éléments-là disposent d'un GPS, d'accéléromètre, de pouvoir se déplacer dans la réalité, dans le même environnement que l'environnement simulé sur la plateforme mobile, et de faire changer le point de vue dans l'environnement simulé, de manière à le rendre identique à notre point de vue dans la réalité. Donc c'est vraiment de superposer cet environnement de jeu simulé à la réalité en se promenant en tant que tel dans un terrain, dans un lieu prédéfini. Donc cette approche-là a été mise en œuvre entre autres sur une première application qu'on a développée sur le campus de l'Université Laval où dans le moteur de jeu Unity on a intégré les modèles 3D du campus et donc en se déplaçant notamment proche du pavillon Kruger, on pouvait avoir une mise à jour de ce même déplacement au sein de l'environnement de jeu et donc avoir une perspective sur ces modèles 3D qui correspondait exactement à notre perspective sur le terrain. Donc ça, c'est un autre type d'application. L'avantage de cet environnement simulé, c'est qu'il permet vraiment une interaction spécifique avec les éléments dans l'environnement, ce qu'une approche plus de réalité augmentée rend plus complexe. Quelques exemples aussi de développement qui ont été faits à Vancouver par le groupe de Denis Kedley qui fait partie du projet. Donc ces développements sont sur un axe ou une approche légèrement différente. L'idée ici est d'apprendre, mais d'apprendre et d'avoir des outils qui nous font mieux comprendre la géographie du terrain. Et donc cette application Touch of Rain cherche à faire comprendre c'est quoi la notion de topographie. Et cela s'opère de manière très illustrée en déplaçant un nuage. Oh, pardon. Donc vous avez votre propre nuage ici que vous déplacez au-dessus d'un bassin versant réel. Et donc, suivant la position du nuage, vous allez voir l'écoulement de l'eau le long du bassin versant. Et donc, ça va illustrer de manière très imagée l'impact direct entre les pentes, le relief et comment se fait l'écoulement de l'eau au travers d'un bassin versant. Et l'application peut se jouer aussi bien n'importe où, en délocalisé, que directement sur le terrain. Vous avez une superposition du ciel, tel que vous le voyez sur la zone réelle, et du nuage avec lequel vous interagissez. Donc on a une superposition des éléments virtuels avec la réalité.
Donc l'idée ici est de vraiment, de manière très imagée, très illustrée, très intuitive, de mettre en évidence des concepts géomatiques qui sont peut-être à première vue plus difficiles à faire passer. Et donc en allant dans cette direction-là, on a développé aussi une deuxième application plus en lien avec la gestion des risques de tsunami, notamment dans la région de Vancouver. Et donc l'idée est de vraiment illustrer le déplacement des personnes et de leur faire visualiser par certaines balises dans l'environnement quelles sont les zones les plus à risque et les zones les moins à risque en cas de tsunami. Donc ce qui permet en fait à la communauté locale de se créer une certaine carte mentale de leur territoire et de faire comprendre quelles sont les zones à risque et quelles sont celles qui sont moins, et peut-être d'aller à l'encontre de leur première perception au départ de ce qui était effectivement une zone à risque ou pas. Donc ici, ce sont des développements très en lien avec la géomatique qui exploitent pleinement les outils de réalité augmentée, comme ici, superposition d'éléments virtuels sur la réalité, et qui cherchent spécifiquement à faire comprendre et apprendre des concepts géomatiques ou des concepts en lien avec la compréhension du territoire qui, à première vue, pouvaient être plus complexes à interpréter ou à comprendre pour des personnes moins familières avec le domaine. Dernier exemple que je vais vous présenter, l'exemple du projet de jeu qu'on a développé sur le campus de l'Université Laval. Donc le titre du jeu c'est Energy Wars Mobile, puisqu'on avait développé en premier lieu une version statique. Donc quelques mots sur le jeu. Donc le jeu se joue en équipe et se déroule sur le campus de l'Université Laval. L'objectif, c'est de capturer les bâtiments afin de les rendre plus énergétiques et donc d'améliorer leur durabilité. Donc c'est un jeu qui a été conçu pour être joué justement dans un contexte plus scolaire, avec un groupe de jeunes du niveau secondaire. Et donc l'idée est de leur proposer un jeu qu'ils vont pouvoir jouer dans leur cadre de leurs cours qu'ils prennent en milieu scolaire. Donc le contexte éducatif a été spécifiquement défini en lien avec les programmes scolaires qu'ils suivent au secondaire. Le principe du jeu, c'est qu'on a un certain nombre de géotags qui sont répartis sur le campus. Et donc, les joueurs doivent se coordonner pour aller collecter ces géotags. Ces géotags sont associés à un certain nombre de questions qui va leur permettre d'accumuler des points sous forme d'argent. Et sur la base du budget qu'ils vont accumuler, ils vont pouvoir acheter différentes technologies pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc, ils vont disposer d'un certain nombre d'informations, notamment au budget qu'ils ont accumulé, et puis également aussi au budget carbone que leurs actions va générer, donc à l'amélioration ou non de l'efficacité du bâtiment. On a intégré aussi quelques outils de réalité augmentée au sein du jeu, notamment pour visualiser les différents géotags qui sont présents sur le campus, plus quelques outils d'interaction pour les experts qui doivent améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc ça fait le tour un petit peu des différents exemples d'applications qu'on a développées jusqu'à présent dans ces 3 dernières années. On a rencontré un certain nombre de défis au cours de ces développements et donc je vais en faire un petit peu le tour. On a eu des défis en termes de conception, puisqu'il fallait, au travers de ces développements-là, associer aussi bien le côté éducatif que le côté jouabilité. Donc, de développer des jeux qui soient éducatifs, ça, on avait une bonne idée de comment le faire, de développer des jeux qui soient suffisamment attractifs et finalement intéressants à jouer pour les jeunes. C'était un aspect qu'on maîtrisait moins au départ et qu'on maîtrise pas complètement toujours maintenant. Et donc on prévoit de faire des tests avec les jeunes et puis je pense que ça va être ça la conclusion, vraiment, de savoir si on a atteint nos objectifs ou pas. Le deuxième objectif est de proposer un environnement de jeu qui soit ouvert.
d'avoir des scénarios qui sont trop, je dirais, canés, trop fermés, quelque part limite la créativité du joueur et peut-être son intérêt pour le jeu. Donc avoir des environnements de jeu ouverts signifie qu'il faut laisser un petit peu de latitude au joueur dans ce qu'il veut faire à partir du jeu, mais ça met beaucoup plus de contraintes sur la technologie et la mise en œuvre de la technologie. En termes de collaboration aussi, c'est un projet multidisciplinaire. On en avait plusieurs intervenants du domaine de la géomatique, du domaine aussi des sciences de l'éducation et quelques personnes en lien avec le domaine du jeu vidéo. De faire collaborer toutes ces personnes-là ensemble avec peut-être des niveaux de compréhension différents sur quels étaient justement les besoins en géomatique, quels étaient les besoins en éducation ou en apprentissage, ça a été aussi quelque chose qu'il a fallu concilier au sein du projet. En termes de complexité justement de développement d'un jeu éducatif qui soit avant tout un jeu attractif ou fascinant, je trouvais que la diapo ici représentait bien un petit peu tous les éléments qui doivent intervenir justement pour proposer quelque chose qui soit suffisamment attractif pour le joueur. Et donc, il faut à la fois proposer des défis d'un point de vue mental, donc qu'ils ont un minimum de défis, de challenges à réfléchir, à essayer de résoudre une énigme. Il faut qu'ils aient également la place de s'exprimer et d'être créatifs au travers du jeu. Il faut qu'il y ait un minimum de stimulation physique, donc il faut prévoir des activités où les joueurs bougent, se déplacent et interagissent. Et il faut également créer un environnement de jeu où les joueurs ont la capacité un petit peu aussi de collaborer et d'interagir entre eux. Donc de rassembler tout ça au travers d'un scénario de jeu qui soit aussi éducatif et qui intègre aussi les concepts géomatiques qu'on voulait proposer au travers du jeu, ça représentait quand même un défi de taille. Donc la démarche qu'on a suivie a été plus de morceler un petit peu tous ces aspects-là au travers des différentes applications que je vous ai présentées. D'autres défis ont été plus d'ordre technologique. Donc, on travaillait avec des différentes technologies en termes de plateformes mobiles, des téléphones de type iPhone, Android. Au moment où on a démarré, les iPads n'étaient pas sur le marché, mais on s'est adapté aussi à l'introduction de ces nouvelles plateformes. Donc, toute cette variabilité en termes d'outils a présenté aussi un défi en termes des développements qu'on était capable de faire, de compatibilité. En termes de réalité augmentée également, c'est une nouvelle technologie et donc de réussir à la mettre en œuvre dans un contexte notamment en extérieur représentait beaucoup de défis et donc on a adopté aussi des méthodes peut-être un petit peu moins ambitieuses par rapport à la réalité augmentée. Et puis, comme on est dans un environnement extérieur, comme on souhaite faire intervenir les jeunes aussi, ça veut dire qu'il faut que ce soit un environnement qui soit sécuritaire, d'où aussi la mise en œuvre de ces jeux sur le campus de l'université. Quelques défis technologiques classiques en lien avec la localisation, les problèmes de GPS, les problèmes de connexion Internet et d'accès à des réseaux Wi-Fi, par exemple, qui ont mis aussi quelques nœuds dans la réalisation de certaines applications et de la mise en œuvre. Le problème aussi des téléphones qui ont des résolutions graphiques qui sont quand même relativement limitées, d'où l'intérêt maintenant des tablettes. Puis la fiabilité aussi de ces appareils pour un tel usage, puisqu'au départ, ce n'était pas non plus l'utilisation qui devait en être faite. Quelques éléments sur le retour d'expérience qu'on a eu, notamment avec les différents tests qu'on a menés. Donc globalement, concevoir des jeux, c'est difficile. Si on s'en tenait juste à côté géomatique et éducation, ça aurait été déjà un défi de taille, mais l'aspect jeu lui-même est difficile. Il faut vraiment cibler la simplicité et puis avoir des jeux, des applications qui soient ouvertes aussi, qu'on peut adapter en fonction des besoins des éducateurs ou des joueurs, présentent aussi des éléments clés. Ce que les tests avec les enseignants qu'on a fait jusqu'à présent nous ont aussi appris, c'est qu'il faut avoir un scénario qui soit quand même solide, avoir des bons éléments pour guider les joueurs et prévoir les décisions ou les actions qu'ils vont prendre ou faire,
Mais globalement, vis-à-vis des enseignants, l'introduction de ces nouvelles technologies, que ce soit la réalité augmentée, que ce soit l'utilisation de plateformes mobiles, constitue déjà un premier succès et un premier intérêt. Donc les retours ont été quand même très favorables par rapport aux différents tests qui ont été menés, comme je disais, jusqu'à présent uniquement avec les enseignants. Donc on va voir si ça va se confirmer avec les jeunes d'ici quelques semaines. Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les coordonnées, entre autres aussi, du projet sur cette diapo. Merci. Merci beaucoup, Madame Daniel. Est-ce qu'il y a des questions pour Sylvie Daniel? Oui, il y a quelqu'un au fond de la salle. Je crois qu'il y a une autre personne. Oui, il y a plusieurs. Faire le lien avec le secondaire et comment vous le prévoyez à long terme? Parce que souvent, on en est dans des projets pédagogiques, parce qu'en fait, il y a tout un projet pédagogique derrière, et d'attrait de jeunes vers la géomatique. On a souvent le problème qu'on sait le maintenir pendant 1 ou 2 ans, parce qu'on a des financements pour ça, mais qu'après, on n'a plus le financement pour pouvoir garantir les contacts avec les professeurs du secondaire. L'idée, c'est de vraiment proposer des outils qui soient suffisamment ouverts pour que ce soit les enseignants qui prennent la main ensuite sur l'outil et sur la matière. Donc c'est un petit peu ce que je disais en développant des outils qui soient ouverts, comme le jeu qu'on a développé pour le campus, le contenu des questions, entre autres, qu'on pose aux jeunes quand ils vont récolter les géotags. Ben, ce contenu-là, on va faire en sorte qu'ils peuvent être adaptés en fonction de la matière. Il y aura des séances de formation pour les professeurs? Oui, je dirais que c'est un petit peu encore tôt pour parler de mettre un planning en place pour l'intégrer. On est jusqu'à présent au stade d'évaluation, d'évaluer le potentiel. Donc de voir déjà s'il y a un intérêt auprès des jeunes, s'il y a un intérêt auprès des enseignants. Et puis dans la structure des jeux qu'on met en place, on a pris en compte le fait qu'on veut quelque chose d'ouvert pour qu'on puisse facilement le pousser vers les enseignants, que ce soit eux qui prennent la main ensuite sur la gestion du contenu. Merci François. Est-ce que tu veux te lever, s'il te plaît? Oui. Juste une petite question technique. Les géotags, j'imagine qu'ils sont entreposés sur un serveur. Oui. Ça veut dire que présentement, il y a une position statique. Oui. Qui pourrait se déplacer aussi. Absolument, absolument. On a prévu des outils pour modifier la position des géotags et que ce soit modifiable par le joueur. Donc pour l'instant, ils sont statiques effectivement, mais déjà dans la mise en place des géotags, ils ont les propriétés pour être modifiés et modifiés au cours du jeu en fait. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui. Prochainement, c'est-à-dire d'ici 3 semaines, avant la fin du mois d'octobre, on prévoit de faire des tests avec des groupes de jeunes qui sont en fait les étudiants des enseignants avec qui on a fait les tests cet été. Donc la prochaine étape, c'est vraiment de leur présenter le jeu, de les faire jouer, puis de vraiment voir avec eux qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qui leur a pas plu, qu'est-ce qui serait amélioré. Et puis en fonction de ça, d'apporter les améliorations nécessaires pour répondre à leurs attentes. Mais je dirais à très court terme, c'est à ça qu'on doit vraiment s'attacher. Prévoir ces tests-là, avoir un retour finalement du public cible qui sont les jeunes et prendre les décisions ensuite en conséquence sur la capacité du jeu à répondre à leurs attentes et à répondre aux attentes des enseignants aussi. Mais on a déjà eu un premier retour des enseignants qui eux étaient très favorables à la démarche. Est-ce que tu as une autre question? Absolument. Donc, Bentley est plus intervenu, je dirais, sur les aspects outils géomatiques. Donc, entre autres, dans une des applications que j'ai présentées,
on a utilisé des modèles 3D du campus. Donc ces modèles 3D-là, on les a réalisés à partir de la donnée LIDAR terrestre, et ils ont été modélisés à partir de la solution microstation de Bentley Systems. Donc l'idée, c'était vraiment de travailler avec eux plus sur ces outils-là géomatiques, et puis la possibilité d'exploiter les résultats dans des environnements de jeu, entre autres. Ubisoft, on a eu plus une relation je dirais, de partenaire, dans le sens que nous, on a développé certaines idées, on a confronté ces idées-là, puis certains prototypes à des membres des créateurs chez Ubisoft ou des développeurs, pour avoir un retour justement sur l'intérêt de tels jeux pour eux, et puis d'avoir aussi quelques conseils techniques sur justement tout ce qui est amélioré d'un point de vue interactivité, attractivité finalement du jeu. Et en sens inverse, Ubisoft, eux, ont exploré un petit peu davantage les aspects géomatiques dans leur jeu, puis ont quelque part fait appel à notre expérience pour avoir quelques conseils sur l'exploitation de la géolocalisation, par exemple. Donc c'est un petit peu c'est la manière dont les choses ont évolué. Puis Créaform est plus intervenu aussi sur les aspects 3D, en fait, la numérisation d'objets, la numérisation d'environnement. Est-ce que tu as une autre question? OK. Bien, si tu en avais une autre, je t'aurais permis encore. Alors, nous vous invitons à vous diriger vers la salle Westmount pour la soirée de réseautage. N'oubliez pas, vous avez un petit coupon derrière votre cocarde qui vous donne droit à un cocktail. Et je souhaite que vous fassiez d'heureuses rencontres pour tout le monde et passez une belle soirée. Merci et à demain.